Plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Bienvenue au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffrava. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le gouvernement burkinabé prend acte des décisions de la CEDEAO. Cependant, le pays ne court pas derrière les délais. C'est ce qu'on peut retenir en tout cas en substance du point de presse du gouvernement tenu hier 31 mars. Lors de ce face-à-face entre le porte-parole du gouvernement et les hommes de médias, il était également question du sort de l'ancien chef de l'État Roch Kaboré et de la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est le sujet enrôlé pour cette convocation et pour décrypter justement cette actualité. En plus des juges, nous avons sur ce plateau ce matin Inoussa Ouedraogo, directeur de publication du journal Benré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Avant, en tout cas, de revenir sur ces sujets, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour les avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Alors, ce qui retient notre attention, c'est la guerre Ukraine-Russie. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux enjeux. Ce n'est pas que la Russie a envahi l'Ukraine, ce n'est pas que les Européens soutiennent l'Ukraine ou tout et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup le dessous économique de cette guerre. Et c'est ça qui risque effectivement de peser au niveau de la balance. Donc parce qu'il y a aussi un enjeu majeur par rapport à cette guerre où la suprématie américaine également vise à être mise à rude épreuve par rapport au dollar. Parce que aussi la force des États-Unis, c'est que c'est son dollar. Et donc il y a une Chine qui également veut positionner son yuan, sa monnaie, donc qui guette et qui est en train de regarder comment est-ce que les choses se font. Et qui exige pour certains paiements que ce soit dans la monnaie numérique chinoise, parce qu'elle le fait beaucoup. Donc comment on appelle ça? Il y a ces enjeux-là qui sont majeurs. Comme toutes les autres guerres qui ont eu lieu en Irak, c'était le pétrole. En Libye, Hillary Clinton d'ailleurs avait dit que c'était pour empêcher cette souveraineté monétaire de l'Afrique. Elle avait clairement exprimé en avril 2017. Elle a même donné la quantité d'or et autant d'argent que Kadhafi disposait pour pouvoir à un moment donné travailler à franchir l'Afrique sur les plans monétaires. Mais donc c'était clair, elle a dit c'était pour empêcher que l'Afrique ait cette souveraineté monétaire. Donc ici, en dehors de cette opposition et de cette guerre Russie-Ukraine, il y a d'autres enjeux qui sont purement et simplement économiques. Il y a le rouble, il y a le yuan, il y a aussi le dollar et l'euro à côté. Parce que quand Poutine demande que son gaz soit payé en rouble, ça dit qu'il amène également l'angle, comme on appelle ça, cette opération sous l'angle économique. Ça l'était déjà. Ce n'est pas pour rien que quand le ministre français de l'économie est sorti pour dire que c'est une guerre économique qu'il mène, donc que toute la coalition donc, elle mène contre la Russie, et que Dmitri Medvedev, ancien président russe, est sorti pour dire de faire attention que parce que les guerres économiques engendrent des guerres réelles, le ministre de l'économie française était obligé de revenir le soir. Il fait la déclaration le matin, le soir, il dit qu'il reconnaît que le terme guerre, c'est de trop quand même. Parce qu'il a conscience effectivement des enjeux. Donc qu'est-ce qui fait qu'un ministre de l'économie rétropédale sur ses propos en parlant de guerre économique? C'est que effectivement les enjeux sont réels. Donc j'ai dit, il y a également, donc maintenant on pense que c'est beaucoup plus sur les questions de gaz. Non, il y a aussi cette guerre de monnaie. La Chine qui tutoie les États-Unis veut forcément également à un moment donné propulser son yuan. Et comme elle a su jouer une position de neutralité entre griffes, elle est dans une posture, parce que c'est une guerre qui concerne des géants. Et il y a une Chine qui est géante, mais qui ne s'est pas immixée et qui est assise, qui regarde comment est-ce que je peux tirer profit de cet affaiblissement-là, mais qui est aussi un puissant allié de la Russie. Donc,
en dehors des théâtres d'opération, il y a également cette guerre beaucoup plus économique, cette guerre de monnaie, qui est aussi un enjeu majeur de cette crise. Et ce n'est pas pour rien que Biden est allé en Pologne. C'est pour explorer toutes les possibilités et peut-être, pourquoi pas, éventuellement intervenir militairement à un moment donné si les questions économiques, les questions monétaires vont jouer sur les États-Unis. Les Américains trouveront le moyen de s'inviter physiquement dans cette guerre, même si jusqu'à présent, comme on appelle ça, les États-Unis ont évité de le faire. Et je répète, cette guerre aurait pu être évitée si nos dirigeants avaient pu taire leurs égoïsmes, leur orgueil. Merci, Juge Bouma. Juge Vara, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner un communiqué de Bolloré qui a annoncé avoir trouvé un accord avec MSC pour ce qui est de ce qu'ils ont sur le continent. Et quand on regarde MSC, c'est Mediterranean Shipping Company, et il parle de 5,7 milliards d'euros, c'est en gros 3700 milliards de francs CFA. Et quand on parle de Bolloré, c'est quand même 20 pays dans lesquels ils sont présents sur le continent. C'est 20 000 parlant du personnel, c'est en termes de revenus, c'est 2,2 milliards d'euros en 2021, ce qui était une hausse, dit-on, de 8%. Donc ça veut dire que les affaires marchent quand même relativement bien pour Bolloré. Mais Bolloré vend parce que Bolloré aussi a beaucoup de problèmes. Actuellement, il est fort contesté. Quand on prend le cas de la Guinée ou on prend le cas du Togo, ils ont été accusés de corruption et ils ont trouvé des règlements à l'amiable pour pouvoir gérer ces questions-là. Et puis, vous savez, même à Ouaga, on a connu les marches pour décrier un peu comment est-ce que depuis des années, il ne paie pas ce qu'il doit aux États et on lui accorde des rallonges et c'est vraiment à ne rien comprendre. Et il le passe à un géant. Maintenant, c'est clair qu'on nous dit que c'est jusqu'à 2023 que l'acte peut être finalisé, mais ça doit passer par ce qu'ils appellent l'autorité de la concurrence, c'est une autorité française, et puis c'est soumis aussi à l'aval des pays qui accueillent donc les services de Bolloré. Et c'est là, je pense que ça va cailler, parce que ce qu'on a cédé à Bolloré, c'est des services qui échouent à l'État. Maintenant, Bolloré n'a pas rempli sa part de contrat. Et ça, on l'a rappelé ici sur le plateau, on en a fait le débat. Maintenant, est-ce qu'il peut céder cela comme ça? Est-ce que ça se fera avec les passifs? Lesquels passifs? Parce que ça aussi, ça doit être, pour moi, audité. Et donc, pour que MSC ait la pleine mesure de ce qu'elle est en train de prendre et des engagements qui sont ceux de Bolloré et comment est-ce que cela doit être. Maintenant, ça nous rappelle aussi que nous, nos États, on n'est pas si fort que ça. On a des éléments comme par exemple la ligne ferroviaire qui sont des outils de développement monstres et qu'on a laissé dans les mains de quelqu'un qui voulait faire que du chiffre, et on a vu des gares qui étaient des poumons dans certaines localités, parlant de capacité à booster des économies, et qui ont été tout simplement annulées et renvoyant toutes ces régions-là dans leur réalité habituelle. Et ça, c'est grave. C'est des politiques qui sont tellement fortes que c'est un État qui doit être fort et les gérer. On l'a laissé dans la main de Bolloré, il en a fait ce qu'il voulait. Le chemin de fer n'a pas été ce qu'il devrait être en termes d'accompagnement de développement. Et aujourd'hui, Bolloré va partir comme ça, c'est un peu trop facile. Donc, la partie soumise à l'autorisation des États, c'est là où on verra comment est-ce que nos États sont amoureux de ce qu'est l'intérêt de leur peuple ou pas. Merci pour ces lectures et ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Trui TV et Watt FM. Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre, est notre convoqué du jour une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ouedraogo, bonjour à vos auditeurs.
Le seul délai que le gouvernement subit, c'est celui de bien faire les choses, d'agencer son action conformément aux réalités du terrain en toute objectivité avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. C'est ce qui dicte notre action, c'est le terrain, c'est l'opérationnel. Ces propos sont du porte-parole du gouvernement, c'est la réponse du gouvernement burkinabé aux injonctions de la CEDEAO concernant le chronogramme de la transition. Alors, Inoussa, c'est une réponse en tout cas qui mérite d'être claire. On a comme l'impression que le Burkina Faso est sur les pas du Mali concernant la question du chronogramme de la transition. Et je ne sais pas si le Burkina est sur le pas du Mali, c'est trop tôt de le dire, parce que le ministre Bilgo lui-même a indiqué que le Burkina n'est pas le Mali et que les réalités du Mali ne sont pas celles du Burkina. Mais dans tous les cas, on constate qu'il y a une volonté affichée de donner une certaine direction au bras de fer qui va bientôt s'engager entre notre pays et la CEDEAO. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir à l'esprit les intérêts du Burkina, les intérêts du peuple burkinabé et la réalité socio-économique aussi de notre pays, en prenant donc les différentes décisions que nos autorités viendraient à prendre donc dans les jours et semaines à venir. D'accord. Alors, juge va, le Burkina Faso décide de ne pas faire dans le fétichisme des dates. C'est la réalité du terrain qui va décider du chronogramme de la transition. Inoussa a lâché le mot. C'est un bras de fer qui s'engage. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, cette sortie du gouvernement burkinabé? Bon, moi, je ne pense pas qu'on est encore au bras de fer. On n'est pas encore au bras de fer. Mais il y a aussi que chacun... c'est comme un genre de dialogue. La CEDEAO a décidé... Et pour ce qui est du Burkina, d'abord, de donner un ultimatum sur ce qui était une demande avant, parce qu'elle avait avant demandé qu'il libère l'ancien président Roch Kaboré. Et après, au constat que cela n'était pas fait, ils sont montés crescendo dans leur approche sur ce chapitre-là, montrer qu'ils sont intransigeants là-dessus, et ils ont même donné un ultimatum jusqu'à hier. Faute de quoi, des sanctions allaient être prises. Et on comprend que ça allait être des sanctions ciblées, notamment sur ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est des réalités. Donc, je pense qu'il y a un process. Et quand vous regardez sur la question de la durée aussi de la transition, on donne un délai de proposer quelque chose d'acceptable. Donc, on n'est pas encore au constat de ce que chacun soit arc-bouté sur des positions. Mais ça pourrait arriver. Et en filigrane, ce qu'on voit déjà, je crois que ce qu'exprime aussi, quoi qu'on dise, le gouvernement, c'est de dire on n'a pas d'injonction à recevoir. Ce qui dicte, c'est le contenu qu'on veut mettre dans cette transition-là, ce qu'on veut régler ensemble, et puis quelles sont les aspirations des Burkinabés. C'est le message que moi je comprends. Mais c'est normal. On ne devrait pas s'attendre à ce que, parce que la CEDEAO a dit je vous donne un délai pour faire ceci, il s'exécute. On serait dans un genre de dictat. Et puis, ce sont des nations quand même qui sont indépendantes, même si elles ont adhéré à une communauté et avec laquelle elles partagent un minimum. Mais il y a une autodétermination qu'il faut affirmer. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et même, peut-être qu'on va y revenir aussi, dans la réponse qui est donnée sur la libération de l'ancien président Roch Kaboré, vous vous rendez compte que on ne dit pas on ne le fera pas, ou bien on va le faire, on dit on ne vous a pas attendu pour commencer à y réfléchir. Donc à chaque fois, ce qui ressort, c'est de dire que le problème, c'est vrai qu'on vous écoute, mais on ne va pas fonctionner par rapport à vous. C'est un peu ce message-là pour moi qui est en train d'être donné. Et pour moi, c'est logique. On l'a entendu en Guinée, on l'a entendu au Mali, on l'entend au Burkina. C'est normal parce que ce sont des nations indépendantes et qui estiment que il y a une autodétermination possible. Il y a un peuple d'abord qui dicte, et ce n'est pas d'ailleurs qu'on viendra dicter quoi que ce soit. Je crois que c'est la logique du discours.
D'accord. Alors, juge Bourman, aujourd'hui on en sait un peu plus sur ce que le gouvernement burkinabé pense des sanctions prises, sinon les injonctions de la CEDEAO concernant justement la gestion de la transition. Aujourd'hui, le Burkina Faso est clair, en tout cas ses autorités estiment qu'il n'y a pas d'ordre de recevoir de qui que ce soit. Cela va se faire selon les réalités du terrain et des enjeux du moment. Votre réaction par rapport à cette prise de position c'est ce que le gouvernement vous a dit. Et les mots qui ont été choisis. Je n'ai pas perçu ça. Si c'est le même communiqué qu'on a lu, en tout cas moi si c'est sur le communiqué, oui, mais dire que ça ne va pas être forcément dicté, non. Mais on estime que c'est les réalités terrain qui vont décider, et c'est pas forcément les injonctions de la CEDEAO qui vont être appliquées. Oui, mais ils n'ont pas dit que c'est pas les injonctions. Le message il est clair, obscur. Donc dans une prise de parole, tout dépend de votre intention de départ. Est-ce que je vais me faire comprendre? Est-ce que je vais faire rire les gens? Ou est-ce que c'est juste pour donner des informations? Ou bien à la fin, je voudrais que les uns et les autres ne perçoivent pas grand-chose. Donc, l'intention de départ est très importante. Et donc, ici, l'intention de départ, c'est qu'à la fin, les uns et les autres retiennent quoi? Donc, si je lis le communiqué, l'intention de départ, c'est dire qu'on n'est pas tenu par les délais, mais c'est beaucoup plus sur les questions qui, et comme on appelle ça, qui s'offrent à nous. Mais on a donné un délai, c'est 3 ans. 3 ans, c'est un délai, non? C'est-à-dire qu'on va repousser les 3 ans à un moment donné si on n'a pas de résultat terrain. C'est ça, j'ai dit non, puisqu'on a donné un délai. C'est dire que si le message dit nous nous en tenons au délai de 3 ans, c'est clair. Mais dire que nous ne sommes pas tenus par des délais, c'est-à-dire que même les 3 ans, c'est pas évident pour nous, Président. C'est pourquoi j'ai dit le message n'est pas clair. En d'autres termes, on nous dit que c'est le terrain qui va commander la main. Oui, justement, mais c'est pas clair par rapport au délai. En ce moment, ça veut dire que même les 3 ans, c'est pas évident, alors qu'il y a un délai de 3 ans. Alors que si le communiqué dit, on a 3 ans, nous comprenons la CEDEAO, mais nous avons 3 ans, nous allons respecter les 3 ans. Là, nous comprenons. Les Burkinabés se disent, effectivement, les autorités disent qu'elles s'en tiennent aux 3 ans. Mais quand elle dit qu'elle n'est pas tenue par des délais, ça veut dire que même les 3 ans, elle peut les repousser. Elle peut les amener à 5 ans, 6 ans. Puisque là, en ce moment, on laisse une fenêtre pour une possibilité. C'est dit pourquoi j'ai dit le message n'est pas clair. Nous avons un délai. Pourquoi il n'y a pas de délai? Il y a un délai de 3 ans. Adopté aux assises, controversé d'ailleurs. Un délai que la CEDEAO n'est pas, avec un délai de 3 ans, la CEDEAO n'est pas d'accord avec le délai de 3 ans. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas tenu par le délai, ça veut dire que même ce que les assises ont dit, ce n'est pas évident pour vous, gouvernement. Moi, c'est comme ça que je comprends le message. Je peux comprendre ça de travers, mais dire que c'est les réalités de terrain qui vont dicter, ça veut dire que c'est en même temps qu'on engrange des résultats, oui. Mais je suis curieux également de savoir que si dans 6 mois, on inverse la tendance, dans 1 mois, dans 1 an, tout est réglé et que les personnes déplacées internes retournent chez elles et que dans 1 an, 6 mois, tout est bien, il n'y a plus sur les questions sécuritaires, les défis sont relevés, ça dit qu'on ne va plus respecter aussi les 3 ans, on va faire les élections dans 2 ans ou bien dans 1 an, 8 mois. Je suis aussi curieux de savoir. Parce que si on dit c'est les réalités de terrain, ça veut dire que même les 3 ans, c'est pas obligé de les remplir alors. Donc cette sortie a soulevé beaucoup plus de questions qu'elle a apporté de réponses. Oui, ça soulève beaucoup plus de questions que de réponses. Même le cas président Kaboré. Là aussi, c'est pas clair. C'est vrai qu'on reviendra là-dessus. Donc, on reviendra là-dessus. Je vous dirai pourquoi c'est pas clair, comme la question n'est pas encore posée. Sinon, par rapport au délai, dire que nous ne sommes pas tenus par les délais, j'ai dit oui. Mais vous avez un délai de 3 ans qui vous a été donné. Vous en ferez quoi? Est-ce que vous allez mettre les moyens pour rentrer dans les 3 ans? Ou bien vous allez faire en sorte d'avoir des résultats et faire les élections avant les 3 ans si vous avez des résultats probants? Ou bien demander une rallonge au cas où? D'accord. Le juge va qui veut réagir. Je crois aussi que la réponse qui est donnée, elle est relative à est-ce que vous n'avez pas peur des sanctions? Et il dit le Burkina a déjà touché le fond et qu'il travaille rapidement à inverser la tendance et tout. Et ce qu'il dit, c'est, je parle du porte-parole, il a dit que le délai de 36 mois, je vais répondre, est assez réaliste par rapport aux enjeux du moment. Donc pour moi, ça veut dire que les 36 mois, c'est ce qu'ils défendent. Maintenant, il y a une CEDEAO qui trouve qu'elle est longue. Ça, faut pas, c'est une durée qui est trop longue. Donc je crois que la question des délais dont il parle et auxquels ils ne peuvent pas être tenus, c'est ce que veut proposer la CEDEAO, c'est-à-dire leur demander à ramener ça à un délai un peu plus court. Mais les 36 mois, il les défend et dit c'est réaliste. Donc je me dis,
à l'écouter, ça veut dire que les 36 mois ne sont plus un débat. Ça veut dire qu'on n'ira pas plus que cela. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. On n'ira pas plus que cela. Même si on n'a pas inversé des tendances, on devrait aller à des élections. Mais vous savez, en la matière, c'est pas l'église. Faut pas toujours croire. D'accord. Alors, au Mali comme au Burkina, on a un pouvoir militaire. Le porte-parole du gouvernement l'a rappelé. Le Mali, c'est pas le Burkina. Le Burkina, c'est pas le Mali. Les contextes sont différents. Alors, on l'a dit, pour l'instant, c'est trop tôt de parler d'un bras de fer. Mais est-ce que c'est une option qu'on peut envisager au regard des réalités du moment? Parce qu'au Mali, contrairement au Burkina, je ne sais pas s'il y a un soutien interne fort qui peut permettre aux autorités de tenir tête à la CEDEAO au cas où justement cette option est explorée. En tout cas, ça sera difficile pour les autorités actuelles de vouloir faire un bras de fer avec la CEDEAO. Les réalités politiques ne sont pas les mêmes que celles qu'on a au Mali. Et ici au Burkina, on n'a pas véritablement vu un soutien populaire comme c'est le cas au Mali, même si au Mali évidemment il y a des personnes ou des personnalités politiques ou des partis politiques, des acteurs de la société civile qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais la réalité au Burkina est tout autre. Depuis le début de cette transition, au départ, les Burkinabés, je ne dirais pas ont applaudi, mais en tout cas sont restés plus ou moins indifférents par rapport à ce coup d'État et relativement à ce qu'on nous avait laissé voir en 2015 lorsqu'il y a eu un coup d'État pendant la transition. Mais là, on n'a pas vu de réaction, mais en même temps, cela ne voudrait pas dire que c'est un blanc-seing qui est accordé donc au président Damiba. Mais c'est que la difficulté depuis l'avènement du MPSR, c'est le manque de lisibilité dans les actions qui sont posées. Et il y a aussi le fait que les Burkinabés ne comprennent pas un certain nombre d'actions qui sont posées, qui ressemblent à ce que j'ai appelé sur votre plateau ici une sorte de mensonge d'État, entre guillemets. Lorsque, dès le départ, on commence à ne pas dire la vérité ou toute la vérité, on est obligé de continuer comme ça. Je peux citer un certain nombre d'exemples qui m'amènent à dire ça. On a vu au départ le fameux Ibrahima Maïga. On a dit non, on ne le connaît pas, etc., etc. Ce n'était pas vrai. On a vu un député qui a été nommé par le président Damiba à l'Assemblée nationale. Et puis un beau matin, on ne le retrouve plus sur la liste parce que des gens ont décrié, parce qu'il n'était pas avocat, etc. Et on a changé en catimini le nom de ce monsieur et quelqu'un d'autre est allé à sa place. Sans explication au Burkinabé. Je l'avais dit également, on a vu un ministre de la Défense qui était celui de Roch Kaboré, qui est reconduit dans le gouvernement. Or, la raison principale pour laquelle les militaires disent avoir fait le coup d'État, c'est parce qu'ils voulaient qu'on change totalement de paradigme sur le plan sécuritaire. Donc il y a un certain nombre de faits comme ça. Et aujourd'hui, le communiqué d'hier, je pense que le juge Bougouma l'a un peu évoqué, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de clarté. On ne sait pas exactement ce que le gouvernement burkinabé veut. Et il y a eu certainement une volonté de réagir rapidement à la lettre de la CEDEAO qui demande, entre autres, qu'on ait un chronogramme clair d'ici le 25 avril, si ma mémoire est bonne. Mais là, on ne nous dit pas, on nous dit oui, on n'est pas tenu par des dates, etc. Mais on ne dit pas de quelle date, de quel chronogramme parle la CEDEAO. Il faut être clair avec les Burkinabés. Il faut être honnête avec les Burkinabés. Parce que les demi-vérités et les mensonges, entre guillemets, ne passeront pas. Parce que nous sommes dans un pays où tout finit par se savoir. Nous sommes dans un monde de transparence où on ne peut pas cacher pendant longtemps certaines choses. Donc je pense que dans la communication, toute humilité gardée, nos autorités doivent travailler à dire rien que la vérité aux Burkinabés. Ils ne sont pas tenus de dire toute la vérité, mais ils doivent faire en sorte que chaque fois qu'ils parlent aux Burkinabés, qu'ils s'assurent que ce n'est que la vérité qui est dit. Or, dans les propos qui sont tenus, peut-être que les jours et semaines à venir nous diront, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a de la vérité dans tout ce qui est dit. Et ça me pose problème.
D'accord. Alors sur les injonctions de la CEDEAO, c'est vrai, il y a la question du calendrier, mais il y a aussi le délai qui avait été donné, un ultimatum qui a pris fin hier où on demandait la libération pure et simple de Roch Kaboré. Sur cette question également, on estime qu'il y a des concertations qui ont été engagées depuis longtemps pour pouvoir sécuriser l'ancien chef de l'État et pour qu'il puisse retrouver son domicile familial. Votre regard par rapport à la réponse qui a été apportée? Bon, je crois que c'est tout le cœur du rendez-vous d'hier. C'est parce qu'il y avait un ultimatum qui était arrivé à sa fin, à expiration, qu'ils étaient obligés de sortir reparler. Sinon, ils savent que les sanctions vont tomber. Moi, tout ce que j'ai entendu hier, c'est... En fait, on n'a pas attendu que vous nous donniez un ultimatum. Ça fait plus de 3 semaines qu'on travaille à trouver une juste solution pour lui et qu'on le libère. C'est ce que j'entends. Maintenant, pour le reste, c'est des journalistes qui ont fait des réponses et qui sont venus avec beaucoup de questions. C'est pour ça que c'est allé un peu plus loin sur même la question des délais. Sinon, ils sont juste sortis pour donner la réponse à la CEDEAO pour éviter les sanctions. Ça, je suis convaincu que c'est bien cela. Maintenant, en donnant les réponses, même les 3 semaines, je suis quand même un peu surpris que depuis 3 semaines vous discutiez avec la famille et tout, et que son parti vienne faire un point de presse et dénoncer les conditions dans lesquelles il est détenu, et que ses avocats, si vous vous rappelez, il y a encore quelques semaines, étaient en train de mettre la pression parce qu'ils disaient qu'ils allaient rester devant la cour de justice de la CEDEAO pour demander sa libération. Et on nous dit aussi que ceux qui font de la surenchère, c'est des gens qui n'ont pas accès à lui. Donc ces avocats n'ont pas accès à lui. Ça veut dire aussi que, auquel cas c'est grave, si ces avocats n'avaient pas accès à lui. Maintenant, s'ils ont accès à lui, pourquoi est-ce qu'ils viennent faire de la surenchère? Ils mettent même la pression pour dire qu'ils iront rester en justice. Donc il y a quelque chose qui n'est pas si net et si clair. Mais on comprend, ils sont très mal à l'aise. Et j'ai dit depuis le départ que on a fait de l'ancien président un genre de colis inconfortable. Parce que s'ils avaient assez d'éléments, vous remettez la Constitution. C'est un citoyen. Si vous avez des éléments contre lui, il y a des procédures. Maintenant, si vous n'avez rien, vous le libérez. Maintenant, quand vous le gardez, on n'entend rien. On demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Ses proches disent on ne fait que lui faire changer de domicile et personne n'a accès à lui. Il commence à avoir un peu peur. Vous ne dites rien. Maintenant qu'il y a une injonction, vous dites ça fait 3 semaines qu'on a commencé à discuter sur des solutions à trouver avec la famille et tout. Bon, nous on vous regarde, on vous croit, on vous suit. Et je pense que c'est juste pour dire à la CEDEAO, pas la peine de prendre des sanctions, on est en train de s'exécuter. Maintenant, il y a un message aussi qui nous est donné. Depuis le départ, on a comme l'impression que ils sont focus sur quelque chose. Les injonctions, c'est pas ça le problème. Ils veulent faire croire et nous faire comprendre qu'ils prennent en toute comment dire ça, avec la pleine capacité de leur mesure, des décisions sans tenir compte de la pression qu'il y a. Mais il y a une pression dont ils sont en train de tenir compte. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et quand viendra la question aussi du débat sur la durée de la transition, cette même pression-là, ils vont devoir y répondre. Parce que, vous voyez à côté, on voit le cas malien, ce qui est en train de se passer au Mali, c'est sur la question des délais. Et regardez, il y a le Mali qui dit, bon ok, de 4 ans, je descends jusqu'à 2 ans. Ils disent non, on ne peut pas accepter si c'est que 1 an ou 1 an, 6 mois. Donc, c'est-à-dire que la divergence, c'est sur 6 mois, c'est sur 6 petits mois. C'est ce qu'on pourrait dire. Mais regardez, les sanctions ont demeuré. Donc, il risque d'avoir une intransigeance aussi sur la question de la durée. Et là, peut-être viendra ce dont vous parliez à un moment donné, le bras de fer. On est dans une communauté. Maintenant, la réflexion, c'est de se dire, est-ce que le Burkina a les moyens de pouvoir subir ce que le Mali est en train de subir aujourd'hui? Ou allons chercher dans quel retranchement, si sanctions il y a, de pouvoir continuer. Il y a eu un comité qui avait travaillé, il avait proposé 2 ans. Au niveau des assises, ils estimaient que 2 ans, c'est pas, il faut en gros 3 ans. Et quand on écoute, selon certaines informations qu'on avait, même les militaires disaient que ce dont ils ont besoin, c'est en gros 2 ans. Et
Pour ce qui est des puristes, je parle de CENI, organisation d'élection, il parlait de quelque chose de 6 mois ou 1 an, je pense. Donc, on ne fait pas le calcul arithmétique, on ne finit pas. C'est-à-dire que des choses peuvent se faire concomitamment. Donc, j'ai dit, il y a une réflexion aussi à mener. Est-ce qu'il faut rentrer dans un bras de fer? Dans tous les cas, vous savez, chaque jour qui passe nous emmène vers la fin d'un ultimatum. Autant on est sorti hier pour lancer un message à l'endroit de la CEDEAO pour dire on va les libérer, et on dit à son peuple, c'est pas parce qu'ils nous ont dit de les libérer qu'on va les libérer. Ça fait 3 semaines que nous on a commencé à penser à ça. Autant aussi ils vont venir sortir pour dire les 36 mois là, qu'est-ce qu'ils pensent. Maintenant, tout à l'heure, il nous a dit quelque chose d'intéressant. Goïta n'est pas d'Amiba. Le capital sympathie que les militaires au Mali ont, je ne pense pas que ce soit le même capital sympathie que les militaires au Burkina ont. Ça s'est effrité en 1 mois. On l'a tous vu. Oui, c'est un élément important. Ça s'est effrité en à peine 1 mois. Autant les gens ont applaudi les premiers discours, autant les critiques ont commencé. C'est-à-dire, le Burkinabé, peut-être, on va dire qu'il est impatient, mais il attendait quelques brides qu'il n'a pas. Et il y a un jeu de chaises musicales qui le regarde, mais il ne sent pas certaines choses. Mais vous savez, ce qui est dangereux, c'est que la déception est aussi grande que l'espoir a été créé. Ça, il faudrait qu'on le tienne pour dit. Le Burkina, toute personne qui viendrait, ça n'allait pas être simple. Mais je crois que, pour terminer, le peut être long, le discours de vérité, là, c'est ça qui peut tous nous sauver. Vous savez, quand une situation est difficile, et que tout le monde voit que c'est pas facile, quand tu viens, ce que tu tentes de bonne foi et que tu partages dans la vérité, ça met du baume au cœur à celui qui vous regarde et qui dit bon, les gars, il essaie quand même, c'est pas facile. Mais quand dans ça, on a l'impression que on est en train de tourner pour vous faire croire, ça ne nourrit pas l'espoir. Ce que ça nourrit, c'est des rancœurs. Ce que ça nourrit, c'est la déception. D'accord. Alors, pour revenir au cas de l'ancien président Roch Kaboré, qu'est-ce qui peut bien coincer pour qu'après 3 semaines de concertation, on ait encore des difficultés à s'accorder sur le choix d'une résidence familiale avec notamment la question sécuritaire prise en compte? Je ne suis pas pessimiste, mais est-ce que c'est sûr d'ailleurs qu'il y a eu des concertations sur 3 semaines? Parce que les différentes sorties, il y a même pas 2 semaines, de la sortie du président du parti jusqu'à la sortie de ses amis, que ce soit la sortie de son ancien conseiller Bindi Woba, que ce soit la sortie de son ancien chargé de mission Désiré Ginko, ou que ce soit la sortie de la CEDEAO, ou que ce soit, mais il y a encore 1 semaine, tout au plus 10 jours. Donc, j'ai des doutes quand même. Parce que même dans ceux qui sont au niveau du bureau exécutif national du parti au pouvoir, il y a quand même des proches de la famille. La proximité politique est devenue en même temps une proximité sur le plan social, familial. Il y a ces liens forts là qui ont été tissés. Qui fait que même si le président ou tel cadre du parti n'a pas pu avoir accès au président, il y a au moins un de son entourage ou une de l'entourage familial, donc biologique, qui a pu avoir accès, qui partage des informations. Sans compter que quand le président Kaboré a quitté les mains de la gendarmerie pour être emporté par les militaires, il y avait un religieux qui était là. Il y avait le cardinal Philippe qui était là, qui était témoin de sa remise. Parce que ça a été exigé. Ça a pris du temps parce que le cardinal était occupé dans un culte, c'est ce qui nous a été rapporté. Il a été témoin. Alors qu'autour du cardinal également, il y a des gens de tout bord politique, toute sensibilité confondue, qui le fréquentent. Ils se parlent. Donc, qu'ils ne soient pas au courant et que des gens fassent des conférences de presse, jusqu'à ce que l'UAS se mêle de la partie et qu'on trouve que c'est de la surenchère. Et on ne rend même pas compte aux populations burkinabées. On rend compte à des gens qui n'ont pas forcément élu le président. Et même s'ils ont participé à son élection, il n'est pas le seul président de ces messieurs-là. Il n'était pas le seul président de ces messieurs. Parce que le communiqué dit que sur la préoccupation
liées à l'ancien président du Faso, le gouvernement du Burkina Faso tient à rassurer la commission de la CEDEAO ainsi que toute la communauté internationale que depuis plus de 3 semaines, des concertations étaient initiées au niveau national et se poursuivent dans l'optique d'aboutir au retour de l'ancien président dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. Au demeurant, la famille de l'ancien président, les autorités locales ainsi que les délégations des organisations sous-régionales ont été tenues au courant de ces concertations. Et le peuple burkinabé. Ceux qui ont applaudi à demi-mot ce coup d'État, c'est le peuple burkinabé, ce n'est pas la CEDEAO. La CEDEAO d'ailleurs a demandé de ramener le président. La CEDEAO a demandé, a condamné le coup et nous a même suspendus. L'UAS a applaudi à demi-mot. Les autorités religieuses ont applaudi à demi-mot. Les médias ont applaudi à demi-mot. Il faut assumer que nous, à un moment donné, on est arrivé à un moment où on a même l'impression que monsieur voulait se décharger de son pouvoir. Donc si vous devez rendre compte d'abord, c'est à ces personnes-là. Mais là même, c'est à ces personnes, on dit qu'il y en a qui en font trop. Mais c'est vrai, puisque vous leur donnez des arguments de pouvoir en faire de la surenchère. Si des gens peuvent aller payer de la peinture, aller écrire sur un mur libéré Roch Kaboré, vous leur donnez des arguments de le faire. Il faut le leur enlever. Donc, ici, je n'ai pas dit que des concertations n'ont pas tenu, mais je doute. Mais ils ont raison. Parce qu'effectivement, lors des délégations officielles, au niveau des chancelleries ou au niveau de certains chefs d'État de la sous-région, la question de la libération du président Kaboré a été posée à certains chefs de l'État directement par les émissaires du MPSR. Que ce soit auprès du président de la commission de la CEDEAO, que ce soit auprès du président sénégalais ou que ce soit auprès du président nigérien. Ça a été dit. Mais ils ont tous été formels. Il faut le libérer, laisser-le choisir la résidence de son choix. Donc, des concertations ont été tenues, oui, c'est vrai. Mais la réponse qui est attendue, c'est pourquoi et c'est quand est-ce qu'il va être libéré. D'accord. Alors, Inoussa, la gestion du cas Roch Kaboré n'a pas finalement, comme Geoffroy l'a dit, fait de lui un colis dérangeant, un boulet au pied de nouvelles autorités. Actuellement, avec les pressions internes et externes, il faut certainement le libérer. On le fait comment pour ne pas aussi perdre la face? C'est peut-être là l'enjeu. Il n'y a pas de face à perdre. À partir du moment où vous décidez de prendre les armes qu'on a mis à votre disposition pour combattre les terroristes, que vous retournez ces armes contre votre président parce que vous estimez qu'il est incompétent, vous le déposez, assumez-vous. Soit on est dans un état d'exception militaire et les militaires font ce qu'ils veulent par la force de leurs armes, ou bien on est dans un état où on respecte un minimum de droits et auquel cas on libère le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il n'y a pas de face à perdre. Parce que tant qu'on ne quittera pas nos orgueils, tant qu'on ne pensera pas au pays, et tant qu'on pensera que chaque fois qu'on ferait quelque chose, ce serait se rabaisser, on serait toujours dans l'arbitraire. Or, aujourd'hui, mais tout ce qu'ils sont en train de raconter, excusez, mais les Burkinabés ne sont pas dupes. Pour libérer un président, on a besoin de concerter les forces vives de la nation, de discuter avec tout le monde. Pendant 3 semaines, on a discuté avec qui pour faire le coup d'État. Non. Le président Damiba a estimé à un moment donné qu'il fallait prendre le pouvoir par les armes et le gérer autrement. Il l'a fait. Aujourd'hui, en quoi est-ce que libérer Roch-Marc Christian Kaboré vous permet d'atteindre vos objectifs ou pas? Je ne vois pas. Si en tant que président, vous avez réussi à le neutraliser, ce n'est pas en tant que simple citoyen lambda qu'il va constituer un problème véritablement à la transition. Je ne vois pas. Tous les arguments qui sont donnés, une fois de plus, et Bernard Bouma l'a dit, ce pays est trop petit. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde a accès à tout le monde. Donc de grâce, disons-nous la vérité. Et il faut éviter au maximum de tromper ce peuple-là, de mentir à ce peuple-là. Parce que ce peuple a longtemps souffert de mensonges. Ce peuple a assez souffert de tromperie. Il faut qu'on se dise la vérité. On empêche le président Kaboré d'avoir accès à ses téléphones. C'est un fait. Mais quelle loi le dit? Ça fait plus de 2 mois qu'il est gardé. Nous avons un procureur dans ce pays. Et c'est lui qui peut demander à ce qu'on garde quelqu'un ou pas. Mais où est-il? Qu'est-ce qu'il dit? Où est la justice?
qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on nous dit que sa famille a accès à lui. Des informations que nous avons, c'est que sur les 24 heures, sa famille a accès à lui 1 heure. Son aide de camp a accès à lui 1 heure. Son médecin a accès à lui 1 heure. Donc on arrête de nous faire croire que c'est parce qu'on n'a pas accès au président qu'on n'a pas les véritables informations, sinon que le monsieur il est bien gardé. Mais quand on est bien gardé, même quand on nous offre les plus gros luxes de ce monde, on est toujours mieux que chez soi. Il faut permettre à ce monsieur de rejoindre son domicile. Par contre, s'il y a des faits précis qui lui sont reprochés, qu'on actionne la justice et qu'il ait la liberté de se défendre. Il ne serait pas le premier président à être poursuivi dans ce pays. Si on lui reproche des choses dans sa gouvernance, alors là, il n'y a aucun souci. On pose le débat, la justice fera son travail. Mais de là à le garder comme ça, et à dire qu'on fait des concertations pour voir dans quelles conditions le libérer, ah non, ce n'est quand même pas la première fois dans ce pays-là, qui a fait 9 coups d'État, qu'on garde des présidents en résidence surveillée. Mais il faut avoir l'honnêteté, tout ce qu'on demande, de dire aux Burkinabés ce qu'il y a. Parce que la langue de bois, ça finit toujours par rattraper. Parce que le mensonge, ça finit toujours par rattraper. Or, le chemin que nos autorités ont pris, me semble-t-il, va dans ce sens. Parce que dès lors que les populations elles-mêmes commencent à douter de vous, il y a problème. Et comme on l'a dit, chaque jour qui avance nous amène à ne plus croire à ceux qui ont pris le pouvoir pour instaurer donc, ou restaurer, disons, l'intégrité du territoire. Le ministre de la Communication a indiqué dans sa communication qu'il y a une dizaine de localités qui ont été libérées et que les populations ont commencé à rejoindre. Vous voyez, quand ce genre d'information-là est donné comme ça, sans précision, il y a naturellement des doutes. C'est où? C'est quelle localité qu'on ne peut pas citer? Sur les 10, il aurait fallu dire, bon, à Arbinda, les gens sont de retour, à Tiou, les gens sont de retour, à Djibo, les gens sont de retour. Mais tout ça, ce n'est pas précisé. Mais on nous dit comme ça qu'il y a des gens qui sont en train de répartir. Or, dans les faits, des informations que nous avons de part et d'autre, de gauche à droite au Burkina, et que du reste, les militaires eux-mêmes ont reconnu dans un de leurs bulletins d'information, c'est que la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus. Ils l'ont reconnu dans leur bulletin. Mais que quand le gouvernement sort pour nous dire le contraire, il y a problème. Donc de grâce, je voudrais insister une fois de plus sur la nécessité pour nous de nous dire la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Les Burkinabés savent les conditions dans lesquelles la situation sécuritaire est aujourd'hui. Ils savent, et le président Damiba l'a dit dans son premier discours, ce n'est pas en quelques mois ou en quelques années qu'on va résoudre cette question sécuritaire. Donc dites-nous la vérité, ou à défaut de nous dire la vérité, ne nous mentez pas. D'accord, vous avez parlé de la question sécuritaire. Effectivement, lors de cette sortie-là du porte-parole du gouvernement, la question militaire est revenue, notamment la coopération militaire. C'est vrai que par médias interposés, certains ont clairement souhaité que le Burkina Faso se tourne vers la Russie. Et par rapport à cette question-là, le gouvernement est clair là-dessus. Alors on estime que la question de la Russie n'est ni d'actualité, ni de non-actualité. Alors une réponse également aussi claire qu'ambiguë. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement, juge Ouaha? C'est que j'ai retenu. C'est l'affirmation de la négation. Donc du coup, on est dans un flou total. Maintenant, moi je comprends, ils sont mal à l'aise, ils se disent que c'est un peu trop tôt pour aborder ces questions. Maintenant, je dis, il faut qu'on accepte aussi que le Mali et le Burkina ne soient pas pareils. Au Mali, il y avait... c'est Menaga, comme ils appellent, où le premier tir avait commencé il y a 10 ans, il y avait quelques jours, il y avait le 10e anniversaire, triste d'ailleurs, qui nous rappelait cela. Et petit à petit, on parlait de Touareg qui avait une volonté de reprendre du territoire et de s'affirmer. Et après, des informations qui viennent qui disent que non, ce n'est pas ça. Il y a aussi avec eux des étrangers qu'on ne maîtrise pas, mais ce qu'ils revendiquent, eux, ce n'est pas une question de sol, mais c'est une question religieuse. Et puis, après, on a commencé à comprendre qu'on est en train de faire face à un terrorisme. Et ils ont commencé à descendre parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir, celui de la capitale. Et il y a Serval qui est venu, qui est intervenu, qui a pu freiner. Et puis, on sait comment les choses se sont passées.
Et il y avait l'enlisement français après, avec Serval, qui est devenu après Barkhane et tout ce qu'on a eu comme autre force sur le territoire malien. Mais, je dis encore, le Mali, dans sa réalité, n'est pas le Burkina. Là-bas, il y avait des forces étrangères qui avaient des camps, qui étaient bien installés et qui faisaient la guerre avec les Fama. Au Burkina, ce n'est pas la même chose. Donc, très vite, dit non, courons vers X, courons vers Y. Je crois que, moi je ne suis pas militaire. Et sur certaines questions-là, je pense qu'ils sont assez à même de juger et de regarder. Mais au moins, de ce qu'on voit, les contextes sont assez différents. Maintenant, même ceux qui disent, parce qu'on entend souvent, aller vers la Russie, allons vers la Russie, c'est pas changer de maître qui fait que l'esclave s'affirme. Il y a une offre domestique qu'on doit rendre plus robuste. Et ça, c'est réel. Quand vous regardez ce que les Maliens sont en train de faire, ils n'ont pas pris du russe juste parce qu'ils ne voulaient pas forcément du français. Le français a dit d'abord je m'en vais. Et il a pris au mot. Sachant qu'il y avait des insuccès malgré leur présence. Et aujourd'hui, il y a une coopération et il y a d'autres soldats avec lesquels ils essaient d'avancer. Pour nous, est-ce que le contexte, il est pareil? Il n'est pas pareil. Et je comprends que ceux qui sont arrivés, bon, ils étaient là, ils ne sont pas arrivés parce qu'ils étaient dans l'appareil militaire depuis. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur ce chapitre-là. Et puis, on ne décide pas sur des sujets aussi forts, parce que quand vous regardez les clivages qu'il y a eu au niveau du Mali, on ne va pas sur des sujets aussi forts comme ça, tête en l'air. Non, il faut mesurer tous les enjeux et puis tout ce qui pourrait y arriver. Donc je pense que ça, pour eux, peut-être c'est un débat qu'ils veulent mener, mais peut-être pas maintenant. Et la réponse est aussi incompréhensible que le fait qu'il n'en ait pas aujourd'hui. C'est comme ça que moi je le lis. Il ne peut pas affirmer quoi que ce soit aujourd'hui et dire que voilà là où ils sont en train de partir. Mais ce qui me semble être la priorité, c'est de bonifier l'offre domestique que nous avons. En faisant de bons choix, c'est pour cela que je crois qu'en toute conscience, on a vu plein de remaniements au niveau de nos forces de défense et de sécurité, avec certains qui sont montés, d'autres mis au garage. On a vu ça parce qu'ils se connaissent, ils se savent. Et ça, ils ont commencé à faire ce travail et on regarde. Maintenant, moi je pense que quand au départ on faisait le diagnostic et puis tout le monde en parlait, c'était quoi? On n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez d'hommes, et puis même ce qu'on achète, apparemment même sur la question de qualité, il faut le dire. Donc ça dépend d'abord de nous. Quand on aura fini de régler cela, peut-être qu'on pensera de façon plus correcte à autre chose. Maintenant, qui dit que notre puissance de feu, améliorée, bonifiée, ne peut pas arriver à bout? Parce que les questions de coopération, on ne demande pas à des boîtes étrangères de venir alors que vous pouvez solutionner votre problème. Je crois que c'est ça en fait le fond de la situation. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas trancher là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet sur lequel ils tablent. Et c'est pour ça, n'ayant pas de réponse, on nous donne du clair-obscur. D'accord. Alors, juge Bourman, la question de la Russie n'est ni d'actualité ni de non-actualité. Et en même temps, on précise que le gouvernement burkinabé maintient ses choix pour travailler avec les institutions sous-régionales et internationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quand on met côte à côte ces deux affirmations-là, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ça revient à ce que j'ai dit à l'intention de départ. Dans une sortie, mon intention de départ, est-ce que je veux qu'on me comprenne ou pas? Est-ce que je veux faire rire les gens ou pas? Est-ce que je veux faire pleurer ou je vais être applaudi à la fin? Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, c'est d'actualité, c'est de non-actualité finalement. Vous ne savez pas sur quelle position attraper. Donc, maintenant, je suis d'accord que le Burkina n'est pas le Mali. Mais le Burkina et le Mali doivent se parler. Le Burkina et le Niger doivent se parler. Le Burkina, le Mali et le Niger doivent se parler dans le cadre de cette lutte. Parce qu'on a un destin commun. Exactement. Nul ne dormira en paix entre ces trois pays s'il y a un qui a son pays qui n'est pas en paix. S'il y a un qui a son pays qui n'est pas stable, ce n'est pas possible. Donc, même le calme relatif, ce n'est pas évident à un moment donné. Et à la conférence de presse du général Michon à Ouagadougou, il a dit, le commandant de Barkhane, il a dit que l'opération militaire malienne avec des mercenaires, c'est son terme, avec des mercenaires, a entraîné un flux vers le Burkina, les terroristes. Mais quelqu'un vient vous dire que comme les Maliens se sont mieux organisés, les terroristes viennent sur votre sol. Il vous dit quoi? En même temps, il vous indique une voie à suivre.
C'est-à-dire au Mali, comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'on a un destin commun. Parce que si ici également nous prenons de l'envol, le flux là va aller où? Se déporter peut-être au Niger ou dans un autre pays. Donc on n'est pas la même chose, mais on est liés quand même. On partage 3 frontières, les 3 pays partagent, on parle de la zone de 3 frontières. Le Burkina et le Mali partagent des milliers de kilomètres. Donc quand on aille en Russie, en Turquie, en Inde ou au Pakistan, je ne sais pas moi, qu'on fasse des choix ici ou ailleurs, ce n'est pas un problème pour moi. Mais la réalité, je dis bien, nous ne pouvons pas ne pas parler aux Maliens. C'est très difficile. Ça va même être une erreur. Que comme le G5 Sahel avait commis la grosse erreur de mettre l'Algérie de côté dans le cadre de la lutte. Dans le même sens, nous sommes en train, effectivement, de refuser de nous parler alors que nous sommes liés. Parce que c'est nous qui subissons, effectivement, les attaques. Quand vous regardez les pays les plus touchés au terrorisme, au Burkina occupe quelle partie? Nous sommes en avance. Nous sommes très avancés. Donc de 2015 jusqu'à maintenant, nous occupons les toutes premières places. Donc ça sonne. Voilà, donc la situation elle est vraiment préoccupante, mais nous devons faire des choix qui conviennent. Ça, je ne sais pas également si les militaires savent ou ont conscience que beaucoup de Burkinabés attendent également du changement dans la coopération. D'accord. Alors pour beaucoup, la qualité de la réponse au terrorisme dépendra aussi de la qualité du choix des partenaires dans cette lutte-là. Et on ne peut pas faire l'économie de ce débat sur la question des partenaires ou de choix stratégiques dans cette lutte-là. Votre réaction par rapport aux réponses du gouvernement et au choix des partenaires dans la lutte contre le terrorisme? Moi, j'ai la faiblesse de croire que la solution à notre problème est d'abord endogène. C'est de nous que viendra la solution. Le jour qu'on aura une armée et une volonté de se battre et de gagner, cette guerre sera derrière nous. Pour le moment, nous avons des militaires, des officiers, des soldats, des sous-officiers, mais nous n'avons pas encore une armée. Nous n'avons pas encore une équipe qui a la volonté de gagner. Parce que malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, c'est que nos militaires se sont bunkérisés, construisent des camps, ils y sont à l'intérieur. On a des localités dans lesquelles, pour ne pas citer le dernier cas qui m'a été rapporté à Waïbia où j'étais il y a quelques jours, où une école primaire qui est juste à quelques kilomètres, pour ne pas dire à quelques mètres d'un camp militaire, est sommée de fermer ses portes. Des enseignants se déportent dans ce camp militaire pour dire « Ah, on nous a sommé de fermer ». Et puis, bon, tout ce qu'ils ont comme réponse, mais on vous a dit de fermer, fermez. Personne n'est blessé, on vous a juste dit de fermer, mais fermez. Mais les populations ne s'en reviennent pas. Qu'à quelques kilomètres, il y ait un camp militaire et qu'on ferme des écoles sous les yeux, sous les barbes. À Djibo, il y a des militaires, non? Il y a la sécurité. Mais regardez ce que nous vivons. C'est à croire qu'il n'y a pas une volonté réelle de combattre. Heureusement que ce n'est pas tout. C'est pas dans tous les camps que c'est comme ça. Heureusement que ce n'est pas tous les militaires qui sont comme ça. Mais comme je dis, le jour où on aura une équipe, une volonté de gagner, on va engranger des victoires dans ce combat. Mais aujourd'hui, tout le monde semble être fatigué, tout le monde semble être lassé, tout le monde semble ne plus savoir à quel sein se vouer. Parce que quand à un moment donné, on essaie même avec des civils, c'est-à-dire les VDP, et qu'on sent qu'il y a quelques petites victoires qui sont obtenues ça et là, et puis après, ça rechute. Et qu'on est obligé d'appeler même les militaires qui sont à la retraite, à la rescousse, ça veut dire que ça commence à craindre. Mais je suis persuadé, je suis convaincu que notre armée, bien organisée, mieux structurée, peut arriver à bout de ce combat, qui n'est pas du reste que militaire. Parce que la lutte contre le terrorisme, si on prend seulement l'aspect militaire, on va mettre beaucoup d'argent, beaucoup de milliards dans ça, mais on n'apportera pas de solution. Mais pour répondre à votre question, la coopération aussi est un volet important. Et on constate qu'on aime la Russie ou pas, qu'on aime Wagner ou pas,
que depuis quelques mois quand même, la tendance est inversée. Ali Ountin de la Rado a indiqué, après une mission au Mali, qu'il y a effectivement sur le terrain des avancées notables en matière de sécurité. Les Américains, à travers donc le secrétariat d'État chargé de l'Afrique, a indiqué clairement qu'il y a des résultats probants sur le terrain au Mali. Les autorités maliennes ont indiqué qu'il y a des résultats. Ça veut dire qu'à un moment donné, le changement de paradigme, si on peut l'appeler comme ça, à leur niveau, a payé. Est-ce que cela veut dire que si le Burkina change, ça va payer? Je ne sais pas. Ceux qui ont pris le pouvoir semblaient nous dire qu'ils ont la solution à notre problème. On les regarde, on les observe et le président Damiba lui-même a indiqué qu'on devrait les juger que sur la base ou sur leur capacité à pouvoir apporter des réponses concrètes à la question sécuritaire. Mais quand on juge aujourd'hui, il est évident, il est clair que nous avons reculé. À eux de voir s'il faut continuer avec la France, s'il faut aller vers d'autres partenaires. C'est eux qui décident parce qu'en attendant, c'est eux qui ont le pouvoir entre les mains. Inoussa Ouedraogo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Bendré. Avec vous, on est revenu sur les déclarations faites par le porte-parole du gouvernement lors du point de presse justement du gouvernement tenu hier 31 mars. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On va se donner rendez-vous lundi pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.